Moi, je suis partie avec pour seul objectif arriver dans une ville où j'allais être accueillie. Donc, en fait, tout ce que je voyais à Montpellier, des gens en maillot de bain, des filles qui rigolent avec des mecs, le masque du cheval, peu importe. En fait, pour moi, c'était waouh, c'était un truc de fou. C'était la liberté. En fait, Montpellier égale liberté, quoi. En fait, ça peut transformer une vie de bien choisir son entourage. Ça s'apprend aussi. Moi, j'avais pas trop appris parce que j'avais. Ça s'apprend. Ah bah oui, ça s'apprend. Environ 20 à 30 ans après notre mort, on sera quand même quasiment oublié par tout individu sur cette planète. Donc quand on comprend ça, assez rapidement, on re-rentre dans le présent, on re-rentre dans le concret. Et qu'est-ce qui va m'apporter à moi avant de mourir? C'est tout ce que j'aurais généré, manifesté et créé. Je vais te donner un petit secret que personne n'a dans aucun podcast. En fait, moi, je suis à fond sur les réseaux. Je passe 16 heures en moyenne. J'ai un temps écran Instagram de 16 heures par jour, ce qui est énorme. C'est énorme. Je déteste le téléphone. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne avec un parcours aussi atypique qu'inspirant. Alice est entrepreneur, mentor digital, conférencière et auteure. Derrière sa réussite se cache un chemin de résilience, des troubles de santé, des relations toxiques, une hypersensibilité canalisée en puissance d'action. Aujourd'hui, elle éclaire des milliers de personnes à travers ses projets et ses prises de parole. Elle est suivie par plus de 1 million de personnes sur ses réseaux sociaux. Alice, une lumière solide. Bonjour Alice, c'est un plaisir de te recevoir ici. Merci pour cet accueil et cette description. Je suis super touchée de venir te voir et de répondre à cette invitation qui met à l'honneur une ville qui m'a changée complètement. En parlant de cette ville, Alice, que représente Montpellier pour toi? Montpellier, ça a été le berceau de ma renaissance. En fait, c'est la ville qui m'a accueillie quand j'étais complètement dévastée. J'étais l'ombre de moi-même après une relation toxique, j'habitais à l'étranger. Il fallait que je recommence tout à zéro. À l'origine, j'étais parisienne, j'avais vécu 6 ans à Casablanca au Maroc. Et j'ai choisi un peu par hasard cette ville. Tout a été rendu possible parce que tout me paraissait plus jeune, plus rapide, plus innovant, plus tchatch, tu vois. Et je crois que ça collait bien à ma personnalité, en fait. Ouais, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. Du coup, par rapport à ton histoire, on va commencer par cela. Si tu devais raconter ton histoire comme un film, Alice, ça serait quoi les premières scènes clés? Alors, première scène clé, déjà on met le chapitre boulet de canon. Je suis dans le ventre de ma mère a des contractions, mon père l'emmène à l'hôpital Béclair, à Clamart, dans la région parisienne. Okay. Et en fait, elle sent qu'elle est sur le point d'accoucher. Donc on la met en fait dans une salle annexe parce que la salle d'accouchement n'est pas prête. Ma mère commence son travail posément mais assurément. Et en fait, je finis par sortir assez rapidement. Donc la sage-femme vient à sa rescousse. Elle a été aidée par mon père, donc c'est mon père et la sage-femme qui m'ont accouchée, et le médecin accoucheur qui vient après, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bint? Qu'est-ce que vous avez fait, madame ?» Et ma mère explique à ce monsieur « J'ai accouché, donc j'ai toujours le petit bracelet de naissance, il y a écrit « boulet de canon ». Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment ta marque de fabrique. C'est ça. Pleine d'énergie, et ça, tu l'as gardé. Ouais, après j'essaye de rien détruire sur mon passage. Ouais, c'est mieux. Et d'ailleurs, pleine d'énergie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Alice sur scène en conférence, mais c'est quelque chose, hein, en termes d'énergie, c'est fort. Ouais, en fait, c'est super important pour moi de transmettre l'énergie et la bonne humeur, voire même l'audace par la gestuelle. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Oui, il faut être audacieux dans la vie, mais ils sont hyper carrés, tu vois, hyper cadrés. » Alors pour moi, l'audace, c'est l'expression corporelle, quoi. Donc, exactement. Voilà. Et on ne le dit pas assez. Mais tu fais ressortir cette belle énergie. Tu as quand même vécu des moments plutôt sombres, t'en parles dans ton livre, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous parler d'une épreuve en particulier qui t'a profondément transformée? Alors, l'épreuve qui m'a le plus transformée, c'est la relation d'emprise. Donc, c'est on va dire une situation que je n'avais pas vu venir. Bon, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré ce monsieur. D'accord. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Toute ma personnalité s'est construite autour des règles qui étaient induites suite au comportement de cet individu. Donc, je n'avais pas le droit de parler aux hommes, je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais pas le droit d'aller en rendez-vous avec des hommes. Si je voulais sortir, c'était interdit. Donc, moi, il m'enfermait en fait dans une pièce. Parfois, j'avais le droit de sortir avec lui, mais si je parlais à ses copains, j'étais
je vais pas le dire parce qu'on va être censuré, mais j'étais une PUTE, voilà. D'accord. Et en fait, c'est marrant parce que donc il y a eu tout un processus où je tombe dans l'emprise, puis vers mes 21, 22 ans, je commence à réaliser, je remonte à la surface, donc vraiment je touche le fond, je remonte à la surface. Alors, en plus, en touchant le fond, je développe des troubles du comportement alimentaire. Enfin, vraiment, je suis l'ombre de moi-même. Et je remonte, et d'un coup, il y a une espèce de force surhumaine qui émane de moi, qui sort de moi, et cette volonté de faire tout plus grand, tout plus visible, avec plus de paroles, plus la volonté de tout casser, quoi. Et c'est cette transformation-là que j'ai vécue au cours de cette relation de 6 ans, et aujourd'hui, qui me donne la force d'avoir peur de personne, pas peur du regard des autres, pas peur de perdre de l'argent, pas peur de me guérir, enfin, parce que je crois que j'ai tellement eu peur de mourir dans cette relation que maintenant, j'ai plus peur de rien, quoi. Et c'est fou, c'est hyper inspirant parce que des relations toxiques ou même des relations d'emprise, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent les vivre. Et toi, tu as su rebondir à travers ça. Donc, il y a un côté aussi intéressant de se dire, OK, c'est pas parce que je suis dans un moment où je sais que je suis en difficulté que derrière, je vais pas pouvoir transformer ma vie en rêve, quoi. Mais clairement, et puis je pense que c'est pour ça que je ne veux pas jeter la pierre aux personnes qui n'arrivent pas à sortir en fait des relations d'emprise, parce que c'est pas facile quand même, hein, d'en sortir. Il y a quand même tout un travail de manipulation et tout. Mais ce qui m'a aidé, c'était le baudrier d'amour de mes parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon amour-propre et mon estime qui était enfoui en fait de ce que j'avais eu dans mon éducation est ressorti, a dit mais c'est pas possible, tu ne peux pas tolérer ça en fait. Et le déclic, il s'est fait comment? Le premier déclic, déjà, il s'est passé au cours d'une soirée. On était en boîte de nuit avec des potes et cet individu et mon frère. Et en fait, je suis partie aux toilettes. Voilà, je ne sais plus ce qu'on faisait, se maquiller avec une copine. Je suis revenue, il m'a dit, t'étais où, sale, voilà. Il m'a traîné par les cheveux sur le parking. Et en fait, j'ai pu m'échapper chez un ami à nous qui s'appelait Hatim avec mon frère. Et là, il a essayé de tabasser mon frère qui prenait juste ma défense. J'avais rien fait de mal, j'étais juste allée aux toilettes. Et là, j'ai réalisé à quel point c'était pas possible. Autant quand ça venait me défier moi, je tolérais. À partir du moment où j'ai vu que ça se passait sur mon frère, ça m'a fait un électrochoc en fait. T'acceptais tant que c'était Voilà. toi, mais quand ça Je touche suis les sortie gens de la proches. bulle en fait. Je me suis réveillée quoi. Et à partir de ce moment-là, tu as commencé un petit peu à sortir la tête de Léo et Ouais. petit à petit, J'ai étape par préparé étape. mon départ. Ça a pris 2 ans pour que j'en sorte. Mais j'ai préparé mon départ lentement mais sûrement. Et la chance que j'ai eue, c'est que comme j'étais à l'étranger, pour moi, c'est plus facile qu'une femme ou un homme qui est dans une relation d'emprise et qui reste par exemple dans la même ville que son bourreau. Moi, je suis partie avec pour seul objectif arriver dans une ville où j'allais être accueillie. Donc, en fait, tout ce que je voyais à Montpellier, des gens en maillot de bain, des filles qui rigolent avec des mecs, le mas du cheval, peu importe. En fait, pour moi, c'était waouh, c'était un truc de fou. C'était la liberté en fait. Montpellier égale liberté quoi. Et j'ai toujours gardé cette image. C'est pour ça que tu as choisi Montpellier. Ouais, beaucoup. Et puis Montpellier, c'était une ville étudiante. Je voyais plein d'étudiants la nuit, le soir, qui sortaient dans les bars. Pour moi, c'était incroyable parce que j'avais pas le droit de sortir. Donc, c'était Disneyland quoi. Pour moi, c'était waouh. Ok, donc tu es arrivé à Disneyland. Et du coup, après, tu as recommencé en gros une nouvelle vie. Ah oui, oui, totalement. J'ai recommencé à zéro. Donc, en plus, je trouvais pas de travail. Donc, je faisais du porte-à-porte. Je me rappelle encore faire le tour de l'écusson, mettre mes petites cartes de visite en expliquant aux gens que je suis graphiste, moi, de formation, que s'ils ont besoin d'une devanture ou d'un logo, ils peuvent m'appeler. Sauf que moi, j'étais personne. Je ne suis pas connue de Montpellier. En plus, c'est qui cette Parisienne qui arrive du Maroc? Qu'est-ce que c'est que ce luxe? Il y a une arnaque, tu vois, dans le truc. Clairement. Et là, d'abord, j'ai décidé de me soigner. Donc, soigner déjà mes troubles alimentaires. Donc, je me suis inscrite à un BTS diététique que j'ai fait à Montpellier, où j'ai réappris à comprendre la machine extraordinaire qui était mon corps, tout ce qui se passait dans la biochimie, la microbiologie, etc. dans mon corps, et j'ai trouvé ça incroyable. Et en deux, ça m'a permis aussi de tester d'autres expériences professionnelles, de me rendre compte que vraiment, je n'étais pas faite pour ça. Donc, j'ai fait de l'immobilier commercial et j'étais nulle. Voilà, clairement, il faut dire la vérité, je ne sais pas vendre. Ensuite, j'ai essayé les énergies renouvelables parce que dans mes valeurs, j'avais envie de faire un métier comme ça qui collait à mes valeurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une boîte qui était un gros scam je ne sais plus comment on appelait ça, l'offre RGE, enfin c'était n'importe quoi, donc j'ai dû partir. Et je me suis remise à mon compte et cette fois-ci, je me suis dit, ok, je vais arrêter de chercher un taf dans une agence ou dans une boutique quelque part, je vais créer la boîte. Et je vais recommencer du début et je vais apprendre ce que c'est que se faire référencer, se faire recommander. Et c'était pas facile. Et au même moment où je me dis ça, il y a les réseaux sociaux qui arrivent. Donc, j'ai pas trop le choix. Ok, il faut que je me mette en avant sur les réseaux. Et je vais créer une boîte sur les réseaux qui s'appelle toujours Digital Company. Et je me rends compte que tout le monde s'en fout de cette page. Et de l'autre côté, sur mon autre page, je raconte que je sors d'une relation toxique, que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. C'est une page un peu plus personnelle perso, en fait. Et là, je vais voir que en fait, les gens, ça les attire. Et je vais comprendre le personal branding sans même savoir ce que c'est en fait. Waouh. Voilà.
Beau parcours. Donc, je remercie ma relation toxique parce que sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui. D'où l'idée de dire que des fois, quand on vit des moments difficiles, ça peut se transformer en positif dans notre vie. Carrément. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le sous-titre de mon livre s'appelle « Transformer vos épreuves en cadeaux ». C'est beau. Tu as parlé tout à l'heure de troubles alimentaires. Ouais. Il y a une phrase qui revient souvent pour avoir un peu étudié tes interviews, tes podcasts, etc. Tu dis de boulimique de nourriture à boulimique de travail. Qu'est-ce que ça dit sur toi, ça? Déjà, ça dit que j'ai peur du vide. Je pense que quand il ne se passe rien, je suis très mal à l'aise et je pense que c'est encore un truc que je dois travailler en thérapie. J'aime pas le silence, j'aime pas quand il y a peu de gens dans mon entourage, j'aime pas quand j'ai rien à faire. Et je pense que la boulimie, elle est arrivée quand j'étais enfermée chez moi par mon ex-conjoint. Donc c'était plutôt un refuge, tu vois, c'est le rapport à la nourriture, je mange pour me sentir mieux, me sentir vivante. Et maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. En fait, c'est extrêmement rare, tu vois. On peut être un dimanche, je fais un podcast, alors que c'est le dimanche de Pâques. On peut C'est être vrai. Non, mais tu vois, Ouais. j'ai toujours un truc à faire. Et je vois bien que ça pose problème à mes proches, déjà, parce que souvent, ils me disent, mais t'arrives pas à te poser, mais calme-toi. Je les fatigue, en fait. Et moi, je vois bien que de temps en temps, je peux me fatiguer aussi. Donc, je sais la limite de mon burn-out. Tu vois, je sais quand est-ce qu'il faut vraiment que j'arrête de tirer sur la corde. Mais c'est rare que tu m'entendes, voir, ça n'est jamais arrivé, que je te dise, écoute, je pars avec un sac à dos, je vais faire du ukulélé, on va faire des retraites yoga, voilà, ça n'arrivera jamais, j'aurai toujours un truc à faire dans mon agenda et il faut que je travaille sur ça. D'accord. Et par rapport à ce que tu nous as raconté avant sur tes difficultés d'anciennes relations, de ce que tu vis, est-ce que tu te considères comme guéri maintenant ou sur la voie de guérison? Avant de revenir à cette interview, j'aimerais te présenter le but de ce podcast. Je ne sais pas toi, mais nous, chez Ville Lumière, on a marre qu'en France, on pense que tout se passe à Paris, que seuls les Parisiens réussissent et que tout a lieu dans notre belle capitale. On en a marre des préjugés, clichés, qui empêchent certains d'avoir de grandes ambitions et qui peuvent créer des complexes d'infériorité. On en a marre de ces idioties et de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir. C'est pour ça que chez Ville Lumière, l'intention est de te montrer qu'il y a des personnes exceptionnelles qui viennent de province, des hommes et des femmes avec des parcours incroyables qui viennent de chez toi. Et pour cette première année, nous avons décidé d'aller dans la magnifique ville du Sud, Montpellier. Une ville dynamique, jeune, très sportive, mais surtout avec de nombreuses personnalités très inspirantes. Montpellier mérite d'être mise en lumière. L'idée est que tu t'assoies avec nous pour kiffer ce moment et comprendre ces personnalités, leur vie, leur fonctionnement, leur réussite et leurs échecs. La volonté, c'est d'apporter un max de valeur, mais surtout, faire passer le message que tout est possible. Qui que tu sois, où que tu sois. Avec ces épisodes, tu vas retrouver un format long, brut, du genre que tu peux écouter à la salle de sport, en voyage ou quand tu as besoin d'un boost d'inspiration. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Cela compte énormément pour nous. Cela nous permet d'avoir des invités incroyables, mais souvent très durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, je t'en suis très reconnaissant et on va t'envoyer du contenu de fou avec beaucoup de force. Alors, je pense que je suis guérie, en tout cas, je me fais toujours avoir, déjà de manière générale, par les gens, déjà, pour commencer, mais je suis guérie des relations toxiques. Quand tu dis que tu te fais avoir par les gens, ça veut dire quoi pour toi? J'accorde toujours le bénéfice du doute aux gens. Et c'est peut-être un petit peu une erreur parce que parfois je l'accorde trop. Et j'écoute pas mon instinct, j'écoute pas mon intuition. Et ce qui fait que souvent je me fais un peu tourner dans la boue parce que plus tard je me réveille, je me dis ah là là, j'aurais pu voir les red flags. Donc ça déjà je les vois pas. Mais je m'entoure de personnes qui les voient. Donc ça c'est chouette parce que tous mes associés actuellement, dans toutes mes boîtes, eux ils ont un énorme radar, donc c'est parfait. D'accord. Et ce sont, en tout cas je touche du bois et de l'osier, des gens bien. Ensuite, donc là où je peux être très fragile, tu vois, je fais très attention. Je suis une ancienne anorexique, donc enfin, je faisais de la boulimie, mais surtout j'étais anorexique et donc j'étais très maigre. Pour moi, la beauté résidait dans la maigreur. Donc je fais très attention à ne jamais retomber dans ce truc-là. Je peux être fragile, tu vois. C'est pour ça que je vais jamais à la Fashion Week, je vais jamais dans les trucs où je peux voir la femme maigre comme étant mise sur un piédestal, tu vois. Alors c'est intéressant ça. Tu donnerais quoi comme conseil aux jeunes filles qui nous regardent actuellement et qui ont ce genre de réflexion? Déjà, je leur dirais, faites attention à la trend TikTok sur la minceur en ce moment qui tourne. Et en fait, avoir des formes et de la chair, c'est juste féminin, c'est juste normal. C'est ce qui nous permet de créer des hormones, c'est ce qui nous permet d'être en santé, c'est ce qui nous permet de réfléchir. Je vous dis ça, c'est hyper difficile à intégrer. Ça m'a pris près de 7 ans de guérison pour le comprendre. Mais déjà, on ne va pas moins vous aimer parce que vous allez avoir des formes bien au contraire.
On ne va pas moins vous respecter dans le travail, bien au contraire. On ne va pas vous juger parce que vous avez juste un corps en vie et en santé. Et essayez de regarder si c'est votre dysmorphophobie qui parle à votre place ou si c'est vous. Parce que moi, je me voyais obèse. Alors que je faisais une taille 32, parfois 48 kg, 43 kg. Ah oui, d'accord. Là, actuellement, j'en fais 20 de plus. Et tu vois, je suis pas... Et tu te voyais obèse avec 20 Et je me kilos de moins. voyais, exactement. Alors que là, tu vois, je suis pas du tout en surpoids. Enfin, je suis Non. tout à fait normale, quoi. Mais Confirme. bon, voilà. Voilà. Ça prend du temps. Maintenant, tu as plusieurs entreprises, tu es mentor, tu as une académie, tu as plus de 1 million de personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux, tout confondu. Tout confondu. Concrètement, c'est quoi une journée type d'Alice? Ouh là là. Alors, je crois qu'il n'y a pas de journée type. Mais bon, il y a quand même des rendez-vous, on va dire, récurrents. Le fait que je sois consultante pour de grands groupes, par exemple, je travaille pour Partouche, bon, bah, on a nos réunions hebdomadaires qui sont toujours les mêmes. Après, moi, j'ai délégué plein de tâches parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à 100%. J'ai tout un système de vente sur tout ce qui est académie en ligne, où là, j'ai mes closeuses, mes setteuses, j'ai ceux qui se chargent de mes memberships, etc. Où là, normalement, ça file droit, tout va bien. J'ai juste à demander en fait des récaps de la semaine en cours, tout va bien. Ensuite, il y a tout ce que je ne peux pas déléguer, c'est-à-dire où mes clients veulent du Alice. Donc là, c'est à moi de m'organiser et c'est pas toujours très bien organisé. Je suis pas la reine de la discipline. J'essaye vraiment de faire en fonction de mes clients et en même temps de moi et de la limite de mon énergie. Donc, typiquement, je travaille pour un gros promoteur. Je leur ai donné des rendez-vous à l'avance, mensuels, parce que je suis sûre que je peux avoir mon focus 4 à 6 heures avec eux sur une réunion qui est hyper importante, parce que là, on joue la stratégie de l'année, tu vois. Et je ne peux pas faire un truc à la va-vite, les prendre au téléphone, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je vais essayer de ne pas caler mes rendez-vous, etc. Le week-end, je sais qu'en général, je vais faire tout ce qui est création de contenu, podcast, conférence. Donc, c'est réservé pour ces moments-là. Et puis, le reste de la journée, pour te donner un ordre d'idée, le seul moment où je peux aller courir, c'est à 1h du matin. Donc, c'est que mes journées sont assez chargées. Et en plus, j'ai tendance à être une chauve-souris. Donc, en fait, je travaille beaucoup la nuit. Parce que la nuit, j'ai pas de notification, j'ai pas d'appel et j'ai la paix, en fait. Mais du coup, tu dors quand? Je dors de 3-4 heures à 10 heures du matin. Okay. Et je recommence à 10 heures ma journée jusqu'à 3-4 heures. Incroyable. Et je bosse tout le temps. Et tu travailles tout le temps, en fait. Tout le temps, ouais. Et j'adore ça, en fait. C'est un vrai problème. Alors, c'est ce qui a l'air de te nourrir, en tout cas, et de te mettre en énergie. Bah ouais, après, je me suis fait larguer par mon ex à cause de ça. D'accord. Bon, je le remercie parce que du coup, j'ai trouvé un mec comme moi. Mais je comprends que, vu de l'extérieur, pour des personnes qui n'ont peut-être pas cette hargne, ce goût pour le travail, parce que je comprends qu'on puisse ne pas aimer la labeur du travail. Pour moi, c'est pas une labeur, c'est une passion. J'ai l'impression de jouer, tu vois. Donc, je peux passer pour une alien et j'ai plein de copines qui, parce que j'ai pas pu être là pour leur accouchement, m'ont tourné le dos. Voilà. Donc, je garde que les amis qui ont la même vision que moi parce que je n'ai pas envie de me battre, en fait. J'ai déjà assez eu de problèmes par le passé pour devoir me battre contre d'autres démons. Voilà. Tu as une académie aussi dans tout ça. Tu donnes des conférences, tu as écrit un livre. Il y a tous ces podcasts, tes réseaux sociaux à tenir, comme tu disais, qui doit prendre du temps. C'est toi qui les gères? Ok. Ouais. C'est quoi dans tout ça la clé du succès? Tu avais l'air de dire que la délégation avait une part importante. Ouais, en fait, il faut vraiment déléguer les tâches sur lesquelles vous n'avez pas de zone de génie, que vous n'apportez pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, je sais que par exemple, typiquement, sur tout ce qui va être comptabilité, administratif, je sais le faire, mais en fait, je vais tellement râler, procrastiner, ça ne va pas être bien fait, je ne vais pas être dans une bonne énergie. Donc, je préfère avoir des personnes qui sont vraiment expertes là-dedans. Néanmoins, sur la gestion de mon compte Instagram, tu vois, j'ai essayé de passer par des personnes qui me proposent des scripts et tout. Ça a capoté, ça ne marche pas parce que ça n'est pas ma veine, en fait. Donc, d'ailleurs, on en retrouve quelques-uns. Les vidéos, là, les dernières vidéos où on me voit parler, où je suis complètement un pantin de moi-même, ça ne marche pas. Donc, je sais que ça, c'est ma zone de génie, c'est de créer un lien avec ma communauté. Je ne peux pas mettre quelqu'un à ma place, c'est impossible. Donc, je peux prendre des gens qui peuvent m'aider, je peux passer par un copywriter qui peut me mettre au clair toutes les idées que je lui ai envoyées en vrac et il va m'aider à faire mes posts LinkedIn. Mais en fait, souvent, je vais le corriger, je vais dire, attends Thomas, là, je me reconnais pas, c'est pas possible. Donc, souvent, je passe derrière lui. Je peux avoir quelqu'un qui m'aide à répondre aux messages sur Instagram, ça peut m'aider. Mais pour créer vraiment le discours, la personne que je suis, ce serait comme envoyer quelqu'un à ma place ici. C'est bizarre, tu vois. Ouais, on n'aurait pas forcément. Ça n'a aucun sens. Voilà. Non, mais c'est vrai, et ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi. Garder là où on a une zone d'excellence ou une zone de génie et arriver à déléguer le reste. Et des fois, c'est la problématique en entrepreneur, on veut tout faire. On veut tout faire. Et ça, c'est dangereux. Et ça peut être complexe.
je vais faire un petit point sur les réseaux sociaux parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Donc, tu es une vraie spécialiste à ce niveau-là. En quoi les réseaux sont importants maintenant dans l'entrepreneuriat et le business? Et est-ce que tu as 2 ou 3 tips à nous donner, à mettre en place rapidement et facilement quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, par rapport au développement de sa boîte? Alors, déjà, ce qui est important dans les réseaux sociaux, c'est de comprendre qu'ils sont le lien hyper complexe et identifiable aujourd'hui en tant que dirigeant, qu'on soit d'une très petite entreprise ou micro-entreprise ou d'un grand groupe, parce qu'on est à l'ère du marketing pivot. C'est-à-dire, je suis le chef d'entreprise, je suis l'image de marque de mon entreprise. Ça marche moins bien maintenant, les discours mercurochrome, le pansement des héros. Ça peut marcher pour de l'agroalimentaire, des grandes marques, grand public, mais en fait, quand on est entrepreneur, on veut voir de l'humain. Donc, c'est pour ça que c'est super important les réseaux sociaux, parce que les gens sont déjà plus éduqués. Donc, la publicité classique, ça marche moins bien. Les gens regardent moins la télé. Pour travailler aussi à la télé, je vois bien que nos audiences, elles chutent. Les gens, surtout le public francophone, ne supportent pas qu'on le prenne pour un con, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi les influenceurs, ça a très vite passé de mode, parce que les gens n'aiment pas, en tout cas le francophone, est un être suffisamment érudit, avec quand même une certaine forme de culture. Si on prend vraiment la personne moyenne, on est très érudit, même par rapport au reste des Européens. Érudit. Et oui. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir lui apporter de la matière autrement que par du contenu promotionnel, c'est-à-dire du storytelling. Donc, on raconte l'histoire soit du dirigeant, soit de son équipe, soit comment on a monté un projet, les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Après, on a envie aussi d'avoir des contenus experts où on nous apprend des secrets, des recettes, de quelque chose qui a fonctionné, pas fonctionné, pourquoi nous, on a décidé de mettre en avant telle ou telle valeur. On a envie aussi d'être inspiré, donc avec des contenus inspirationnels, parce que le fait de faire rêver aussi, ça nous permet de nous identifier, nous immerger dans l'univers d'une boîte, d'une entreprise, d'un restaurant. On a besoin de rire, parce qu'au départ, on est sur les réseaux sociaux pour se détendre. Et en moyenne, un adulte francophone passe 1h48 par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. 1h48. Et un ado, au-delà de 2h25. D'accord. Ce qui fait que ça fait 730 heures en moyenne pour se faire découvrir sur les réseaux. Le problème, c'est que si vous avez une boîte et que vous ne montrez que ce qui se passe dans la boîte, donc des contenus vitrines, catalogue promotionnel, qu'est-ce qui se passe? On ne s'abonne pas. On s'abonne à quelque chose dans lequel on peut s'identifier. Si on avait une chaîne YouTube avec que des pubs, on se désabonnerait de la chaîne YouTube. Si on ouvrait un magazine de mode où il n'y avait que de la publicité pour Eram, Zara, etc., on fermerait le magazine, on le jetterait. Ce qui nous intéresse, c'est les articles, les tendances de l'été-hiver, j'en sais rien moi. Et ce qui fait que, il y a plusieurs pôles de direction. Donc un conseil, comme tu m'as demandé, si vous vous lancez sur les réseaux, que vous êtes un dirigeant, c'est un truc que j'aime bien donner à mes élèves, ça s'appelle l'exercice de la boussole. En gros, on est à l'ère de ChatGPT. Ouais. Donc vous allez télécharger ChatGPT 4.0 minimum. Avec cet outil, vous allez pouvoir éduquer ChatGPT à tout votre parcours, votre histoire, votre storytelling et aussi des éléments de votre business. Par exemple, moi, je vais raconter que j'habitais au Maroc, que j'adore mon petit chien, que j'étais une ancienne anorexique, que j'ai telle et telle croyance sur moi, que j'ai vécu tel échec, etc. En gros, tu nourris un prompt ChatGPT par rapport à toi, ton histoire. Okay. Et de l'autre côté, je vais lui donner aussi d'autres astuces, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Là, il a tout le contexte. ChatGPT a besoin d'avoir un contexte. Ensuite, grâce à cette boussole et qu'il a été éduqué, d'ailleurs, on peut le faire au cours d'un prompt. Le prompt, c'est dans la discussion de ChatGPT, mais on peut aussi emmagasiner dans sa mémoire en faisant une personnalisation depuis les paramètres de ChatGPT. Voilà, donc une fois qu'il sait ça, ce que je vais lui demander, et vous pouvez le faire chez vous, c'est super, super ludique et intuitif, je vais lui demander d'être un expert social media manager, de me préparer un tableau de 30 posts pour créer un planning éditorial. Et dedans, il devra faire des contenus clivants, inspirationnels, des contenus humoristiques, des contenus d'expertise, d'autorité, etc. Il reprend des éléments de mon récit et il me donne les thématiques pour des réels, des carousels, des albums, enfin peu importe ce que vous voulez. Et là, il va faire, comme par magie, un tableau de tout ce que vous avez à préparer pour le mois en cours, et c'est d'une puissance sans précédent. C'est exceptionnel. À vous, après, bien sûr, de corriger s'il y a des choses qui ne vous ressemblent pas, mais vous aurez comme ça, comme un magazine sans pub, avec un peu de storytelling, un peu de clivage, un peu d'expertise, etc. Incroyable, voilà. Super. Et vous pouvez suivre tout ce qui a été indiqué par Alice, vous montez un business, voilà. Vous avez votre plan à suivre avec ChatGPT. Je voudrais aussi revenir sur un nouveau projet qui a attiré mon attention, le Samouraï Club.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah, vaste sujet aussi. Alors, les clubs d'entreprise, de manière générale, j'y suis tout le temps férue, je suis tout le temps dans des événements à droite à gauche. Je trouve que c'est important de créer du lien en réel. Bien sûr. Et puis, je voyais naître à droite à gauche des communautés, notamment la communauté d'une très bonne amie à moi qui s'appelle Caroline Mignot, qui est connue sur LinkedIn. Et je me disais, j'avais pas le courage de faire tout ça toute seule, donc j'avais laissé cette idée dans un coin de ma tête. Quelques mois plus tard, je suis invitée à un spectacle conférence justement d'un cercle business spécial immobilier. Je monte sur scène, je parle de l'importance des réseaux sociaux, du personal branding. Et juste après moi, il y a un type qui monte sur scène et que je trouve complètement starbé comme moi. Et je me dis, mais c'est pas possible, on est deux en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Je pensais que j'étais la seule. Il parle, il fait sa conférence. Bon, on reste plus ou moins en contact. Il est sympa, il m'achète mon livre, qu'il ne lira jamais évidemment. Et ni plus ni moins. Les semaines passent, mon conjoint avec qui je suis associée dans un garage, on vend des véhicules premium, c'est une autre activité qu'on fait, travaille avec ce monsieur qui lui-même a une activité de véhicules premium. Et il n'arrête pas de me dire tous les soirs, il faut que tu bosses avec Samuel. Samuel Schwartz, c'est toi en mec, vous êtes deux jumeaux jumelles, c'est pas possible. Et tous les soirs, mon mec m'en parle. Et ça devient fatigant en fait. Un soir, Samuel m'appelle et il m'explique qu'il a l'idée qu'il peut regrouper tout ce qu'il a appris en 15 ans d'entrepreneuriat. Il me parle de son projet, le Club des Samouraïs, qui serait un club d'entrepreneurs, mais qui casse les codes, parce que nous, on était un petit peu, alors je ne vais pas cracher sur d'autres groupes, mais on est un peu contre ces rendez-vous où tu sais, tu te retrouves à 7h du matin, tu dois te pitcher les uns après les autres. Déjà, nous, à 7h du matin, c'est pas possible. Et le pitch, c'est bien, mais on n'est pas dans la dynamique où pour nous, le business est une quête, c'est plutôt une conséquence. Et quand il me dit ça, je me dis, mais je suis tellement alignée avec ses valeurs, c'est incroyable. Et donc, je lui demande, mais comment il voit ce truc? Donc, il a créé un écosystème en ligne dans lequel on peut en même temps retrouver un Netflix de la formation de l'entrepreneur, parce qu'en fait, on a tous les deux remarqué, lui et avec son deuxième associé, Benny, que quand on est entrepreneur, on est le king de son secteur d'activité. Mais en fait, on va vite comprendre en se développant que notre cœur de métier, ça va devenir anecdotique. Ça va devenir 2%, 10% maximum de ce qu'on doit gérer. Parce qu'à côté, on doit gérer la fiscalité, la gestion, le recrutement, les RH, tout ça, on ne l'a pas appris, par exemple, quand on est photographe. Et on va vite se rendre compte que si on veut évoluer, scaler et avoir de l'argent quand on est photographe, on ne doit plus être photographe. C'est-à-dire qu'on doit former des équipes et faire du management et en fait monter en grade. Ouais. Donc on voulait créer cet écosystème où en fait les entrepreneurs sont accompagnés par des vrais entrepreneurs de terrain, pas que des saluts à toi, jeunes entrepreneurs de Dubaï. Et donc avoir comme ça un écosystème hyper riche du petit alternant qui a plein de choses à nous apprendre parce qu'il est né dans l'IA, aux dirigeants d'entreprise qui a 400, 500, 1000 salariés et avoir un échange en plus un terrain de forum où on peut échanger avec différentes thématiques, les masterclass toutes les semaines, des hot seats où on peut parler de nos problématiques en direct parce qu'on a compris que le cerveau collectif c'est super important. Pour l'instant, c'est Montpellier ou c'est déjà... Non, c'est déjà international. On a déjà des gens de Bali, de Dubaï, du Maroc Dubaï, et tout. Ouais. Maroc. Et ça va exploser bientôt, donc ouais, franchement ça vaut le coup. Et en plus c'est au prix d'un café par jour. Voilà. Au prix d'un café par jour, le Samouraï Club. Voilà. C'est bien vendu. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as aussi publié un livre, parce que tu avais l'air de t'embêter sûrement. Solide. Dans ce livre, tu parles de ton parcours, marqué du coup par tes épreuves, tes troubles alimentaires, la relation toxique, les arnaques financières. Ouais. Est-ce que ça fait du bien d'écrire ça? Ouais, je crois que c'était nécessaire. C'est pour tourner vraiment la page. Alors, ce qui est bizarre, c'est que maintenant que je l'ai écrit, j'en ai marre, tu vois, quand je dois décortiquer à des soirées, expliquer aux filles en détail ce qui m'est arrivé, c'est comme si j'avais envie de faire table rase. Maintenant, j'en ai parlé, c'est fait, c'est derrière moi. Mais je reconnais, et je vois en plus, ça a eu un impact énorme parce que, alors, je ne suis pas non plus best-seller, je n'ai pas fait le bouquin le plus incroyable de l'année, je dois avoir 1000 lectrices ou lecteurs, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà très bien. Voilà. Après, oui. Mais ce qui est incroyable, ça a été les répercussions que ça a eu dans les foyers français qui ont lu ce livre. À mon palmarès, on est à 23 divorces. Ça veut dire que... Tu les comptes? Ouais. Excel, je note les témoignages. En fait, je me rends compte que ça a permis... Alors, pas qu'à des femmes, il y a aussi des hommes qui se sont réveillés, mais bon, on a une proportion de femmes plutôt qui ont lu ce livre et qui m'ont dit... en fait, j'ai réalisé que j'étais dans une vie qui ne me convient pas. Et moi, je ne voulais pas faire un raz-de-marée, mais c'est vrai, au moins, je me rends compte que ça a eu un impact. Et pour moi, 23 vies, c'est déjà énorme. Voilà, ça a eu un but, quoi. Un impact sur 23 personnes, c'est fou. Mais du coup, donc, sur les relations toxiques, parce que tu en parles dans ton livre, comment tu considères l'importance de bien choisir son entourage? Tu en as un peu parlé tout à l'heure aussi. Ah là là, en fait, ça peut transformer une vie, de bien choisir son entourage. Ça s'apprend aussi. Moi, je n'avais pas trop appris parce que j'avais... Ça s'apprend? Ah bah oui.
Ça s'apprend. D'ailleurs, j'en ai fait dans mon académie, il y a un module qui s'appelle l'intelligence relationnelle. Et je me rends compte qu'il a fallu qu'il m'arrive tous ces déboires pour comprendre que, en fait, je vais schématiser ce qui se passe. Soit on est extrêmement méfiant, donc je pars dans un extrême où j'ai pas trop envie de rentrer en contact et donc je passe à côté d'opportunités. Soit au contraire, on était un petit peu comme moi, c'est-à-dire bozo le clown, tout le monde est mon pote, il ne m'arrivera rien puisque moi j'ai grandi dans l'amour et donc tout le monde n'est qu'amour, etc. Les problèmes extrêmes qu'il y a dans ces deux cas de figure, c'est que d'un côté, tu passes complètement à côté de ta vie parce que tu vas te fermer des portes, et de l'autre côté, tu perds du temps dans ta vie parce que tu vas accepter tout et n'importe quoi jusqu'à ne plus te respecter toi-même. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Les deux extrêmes, voilà. Bien sûr, on a des nuances, nous ne sommes pas que des extrêmes. Mais là, je pars vraiment dans les extrêmes. Mon cas, ça a été donc d'être cet individu hyper sociable, toujours d'accord. J'ai perdu énormément de temps. Je suis allée au prud'homme, d'ailleurs à Montpellier, au tribunal de commerce, contre un monsieur qui m'a arnaqué 8 mois sans me payer. Le tribunal de commerce m'a donné raison. Heureusement, j'ai gagné mon procès. 8 mois sans te payer, la somme totale, c'était de 83 000 euros avec tous les à côté, parce qu'en plus je faisais des charrettes, je bossais la nuit, c'était pour les castings The Voice. Ok. Mais j'ai quand même gagné gain de cause, j'ai gagné 46 000 euros à ce procès. Mais si je ne m'étais pas battue, je veux dire que j'avais toléré cette situation, ça aurait pu continuer à se renouveler. Et ça s'est renouvelé dans plein d'autres cas. Je me suis fait avoir par mon maçon dernièrement qui est parti avec 50 000 euros. Je lui donnais le bon Dieu sans confession. Non, mais moi, c'est l'histoire de ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens m'adorent, parce qu'ils se disent au cas où, elle, c'est ma vache à lait. Donc, voilà. Mais en même temps, si j'avais pas eu ces expériences, je pense que j'aurais jamais pu développer, par exemple, le parcours de l'intelligence relationnelle qui m'a, par ailleurs, énormément aidée. J'ai été une des rares Montpelliéraines qu'on voit travailler avec BFM Business à Paris. J'ai réussi à travailler pour France Télé. J'ai réussi à écrire un livre. Mais si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit d'un côté, je n'aurais peut-être pas rencontré les gens bien qui m'ont aidé aussi. Donc c'est très touchy. Et c'est ce que j'apprends un peu dans la maîtrise de l'intelligence relationnelle, c'est savoir se positionner en tant qu'opportunité, mais savoir repérer les vampires énergétiques, les vampires dans le business qui sont encore plus dangereux, les personnes qui sont là de toute façon pour nous absorber en fait, la lumière, les projets, au lieu de nous voir comme un allié. Typiquement, moi je vois quelqu'un qui crée un podcast, mais forcément que je vais l'aider, forcément que je vais donner de ma personne, parce que les gens qui créent pour moi sont des locomotives de la société en fait. On doit les valoriser. Et typiquement à Montpellier, je pense que tu l'as remarqué, il y a beaucoup de jalousie. Si tu te lances, tu auras toujours le mec un peu aigri qui va dire non mais de toute façon ton podcast c'est bon, c'est vu, c'est revu, etc. Ouais mais je crée moi, tu fais quoi toi à part critiquer? Donc j'essaye d'apprendre aux gens à rentrer dans une espèce de position avec du recul et tellement voir les choses plus grandes, voir le fait de manifester, de générer, de créer quelque chose de positif, c'est un élan pour notre société. Du coup pour toi, c'est avant tout travailler sur soi pour arriver à prendre ce recul-là de ce que peuvent dire les autres, entourage négatif, jaloux ou autre. Non, mais bien sûr, il faut prendre du recul. Et puis, il faut se dire aussi que, au regard de notre existence et de notre petitesse dans cet océan de planètes et de galaxies qu'est l'univers, nos petits problèmes sont anecdotiques, tu vois. C'est-à-dire que on n'est que de passage et, allez, environ 20 à 30 ans après notre mort, on sera même quasiment oublié par tout individu sur cette planète. Donc, quand on comprend ça, assez rapidement, on re-rentre dans le présent, on re-rentre dans le concret. Et qu'est-ce qui va m'apporter à moi avant de mourir? C'est tout ce que j'aurais généré, manifesté et créé. Pas ce que les autres ont dit qui était bien ou mal de ce que je fais, en fait. Donc, ces gens-là, on les laisse sur le bas-côté. On peut les laisser parler. Moi, en général, ils me donnent de l'énergie derrière. Je vois ça comme du vent. Tu vois, tu souffles dans mes voiles, allez, vas-y, hop là, je vais plus vite. Et en même temps, quand on crée, quand on est sur le terrain, on n'a pas le temps de penser à ça. Donc c'est pour ça que moi, je crée beaucoup. Je suis toujours en train de faire, parce que j'ai même pas le temps de conscientiser qu'il y a quelqu'un qui est en train de me pourrir dans mon dos, tu vois. J'adore. Tu connais la théorie de la vanille et de la pistache? Non. Est-ce que tu aimes la glace à la vanille? J'adore. Généralement, les gens, la glace à la vanille, ils aiment plutôt. Tu vois, c'est pas trop leur parfum préféré comme toi, mais ça passe, c'est ok. Tout le monde aime plutôt la glace à la vanille. Est-ce que tu aimes la glace à la pistache? J'adore ça. C'est ma glace préférée. Généralement, glace à la pistache, c'est ton parfum préféré ou t'aimes pas. Tu sais, il y a plein de gens qui vont dire ah non, moi la glace à la pistache, je sais pas comment tu fais pour manger ça. Mais cette théorie, c'est de dire que dans le business et dans la vie, c'est bien de faire le parallèle avec ça. Et tu peux être glace à la vanille et tout le monde va à peu près bien t'aimer. Ouais, Alice, tu vois, c'est pas trop mal ce qu'elle fait, j'aime bien. Mais si tu es glace à la pistache, tu vas avoir des gens qui vont vraiment t'adorer.
Et pour ça, donc, du coup, ils vont peut-être acheter tes formations, ils vont te suivre. Par contre, pour avoir des gens qui t'adorent, il faut comprendre qu'il y en a qui vont te détester. Et ouais, Mais c'est ça fait tout partie à du fait jeu. judicieux. Ben, c'est exactement comme ça que je le vois, c'est vrai. Et, euh, et je pense qu'à partir du moment où on rentre dans la pistache, c'est qu'on a compris que ça allait fonctionner, mais qu'il va falloir qu'on se heurte à des murs, tu vois. Ça, c'est... Ouais, j'aime bien, je ressortirai ça. Moi, j'appelle Bon. ça aussi la théorie de la rame de métro. Alors, ça se Ok. ressemble un petit peu, mais c'est, tu sais, quand tu es dans le métro, ça a dû déjà t'arriver, et ça vous arrivera peut-être, te confronter à une personne qui rentre pour nourrir sa famille, qui va dire, excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, voilà, j'ai plus d'argent et il va falloir que je fasse la manche dans cette rame de métro. Et donc le mec a l'audace d'exprimer sa vulnérabilité. Et en face, il y a deux choix. C'est soit tu dis putain la honte, moi j'aurais jamais fait ça quoi à sa place, ou alors de dire ah ouais le mec il est en bas du bas du bas, au lieu de se sauter la vie, d'arrêter, il continue à se battre pour nourrir sa famille. Dans tous les cas, les gens parlent d'eux-mêmes. C'est j'aurais pas pu ou c'est incroyable, tu vois. Et quand tu comprends que même quand tu es au bout de ta vie, que tu es SDF et que tu vas demander de l'argent pour faire survivre ta famille, eh ben, tu auras en face de toi la pistache, tu as tout compris. Et tu sais que les gens, ils auront oublié une rame de métro après, ils seront déjà dans leurs propres préoccupations. Donc autant continuer à faire la manche et avancer, tu vois. J'adore. Maintenant, si on parle un petit peu de Montpellier, pour toi, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quoi Montpellier? C'est un point de départ? C'est un refuge? C'est un terrain de jeu? C'est tout à la fois? Alors ça a été un point de départ. Refuge, ça dépend, parce que parfois je ne me suis pas toujours sentie bien aussi, parce qu'il faut savoir que moi, je n'étais pas de Montpellier à la base, donc j'ai connu beaucoup le jugement, les préjugés, je les ai encore, mais je vois qu'au fur et à mesure, on commence un petit peu, tu vois, à me trouver crédible, tu vois. Mais au début, j'étais vraiment la débile des réseaux, tu vois. Vraiment, mais j'assume totalement cette position. Mais c'est vrai que tu as beaucoup gagné en légitimité. Ouais. Et je me permets de le dire parce que tu en parles souvent dans tes conférences avec ça, c'est que tu n'as pas forcément le physique de la businesswoman qui gère plein d'affaires. Et donc, du coup, il y avait un décalage. Chihuahua, donc, oui, c'est vrai. Ça n'aide pas. Qu'on n'a pas salué encore. Ouais. Non, mais c'est... Oui. En plus, moi, j'avais été... Alors, en plus, j'étais dans mes propres préoccupations. Je sortais de mon anorexie. Donc, moi, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je m'en cachais pas. En plus, je traînais avec beaucoup d'influenceurs et des influenceurs de télé que j'admire aussi, pour d'autres raisons que la télé, tu vois. Donc, j'étais un peu comme connotée, comme tous les influenceurs de télé, tout ça. Mais moi, j'ai jamais fait de la télé. Je me suis sortie les doigts des fesses, tu vois. J'ai essayé de me faire connaître par moi-même, par mes compétences de marketing. Et malgré le fait qu'on disait tout ça, bon, j'ai essayé de me relever. Donc parfois, j'ai pas toujours été appréciée, notamment par les directeurs des établissements montpelliérains. Parfois, on me prenait pas trop au sérieux, mes compétences non plus. Mais en fait, je laissais... Bon, encore une fois, parce que je laisse le bénéfice du doute à tout le monde, je disais aux gens, peut-être que c'est normal qu'ils pensent que je suis comme ça. Et moi, je travaillerai avec les gens qui m'apprécient, qui aiment mon travail. Et partout, c'est eux qui sont venus me chercher, par exemple. Ils ont compris, tu vois. Mais eux, ils sont un peu visionnaires, tu vois, depuis longtemps déjà. Et là, maintenant, tu te sens soutenue dans ton métier par l'écosystème montpelliérain local? Franchement, alors j'ai beaucoup de chance. Déjà, j'ai l'Office du tourisme avec qui ça se passe super bien. On a fait plein de projets ensemble. Il y a plein de commerçants qui sont, je trouve, super innovants dans leur manière de voir les choses, l'avenir de leur business et avec qui ça se passe très bien. Les entrepreneurs, je trouve qu'il y a un espèce de... à Montpellier, il y a un vivier d'idées, d'innovation que je trouve exceptionnel. D'ailleurs, qu'on nous envie beaucoup parce que moi, je fais toutes les villes. Et à chaque fois, on me dit oh, t'es de Montpellier, mais c'est incroyable. Je dis ouais, mais vous savez, nous, on est en train de créer un truc. Et les gens nous envient ça en France, hein, cette espèce d'élan. Donc, oui, je me sens, en tout cas, dans mon écosystème, soutenue. Après, partout Montpellier, pas spécialement. C'est pas grave. C'est dur de faire l'unanimité de toute façon. Voilà. Par contre, c'est intéressant de souligner le fait que Montpellier est vu par d'autres villes extérieures comme une ville dynamique où il y a beaucoup de startups, où il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais clairement, écoute, là, c'est pas un mythe. Moi, j'ai des copines qui sont entrepreneurs à Toulouse qui vont déménager pour aller à Montpellier. J'ai d'autres copines qui sont arrivées de Marseille qui m'ont dit mais attends, nous on se casse, on va à Montpellier. Il y a une espèce d'élan qui se crée, même le festival Women Camp qu'on prépare cette année, il est à Montpellier encore. Les gens savent que ce qui se passe dans l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat féminin, c'est à Montpellier que ça se passe. Venez à Montpellier, c'est là que ça se passe. Girl power. On vous reçoit. Pour toi, c'est une question un peu particulière. Si Montpellier était une personne, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais, te laisse pas aller. Parce que je trouve qu'il y a des moments aussi où ça fait de la peine. Tu vois, on voit les quartiers qui sont en train de mourir. Et je pense à tous ces commerçants. À l'époque, j'avais voulu créer une entreprise qui s'appelait le Alice 4 Passes,
où en fait on valorisait les petits commerçants en leur donnant des espèces de cashback, etc. Bon, je me suis fait absorber par des géants comme Pastime et tout ça, mais je m'en fous parce que de toute façon je ne prévoyais pas faire de l'argent avec cette boîte. Mais tenez bon les gars, parce que j'ai vu tellement d'entreprises, de petits artisans qui clairement n'ont plus les moyens de maintenir à flot leurs entreprises. Alors que ce qui fait le charme de cette ville, bon sang, c'est cet écusson, quoi. C'est ce centre-ville. Il faut qu'on aide ces gens. Moi, j'ai aidé plusieurs boutiques comme Blue Store, où je suis allée faire des podcasts là-bas. J'ai demandé à ma commu d'y aller. Et les gens n'ont plus le réflexe parce qu'on fait tout par le digital. Et moi, je suis formatrice digitale, mais mon mantra à chaque fois, c'est de dire reconnecter le réel et le virtuel. Il faut absolument qu'on se serve du virtuel pour aider le réel, parce que sinon on va finir par vivre une vie robotique. Et vraiment, tenez bon, parce que si j'ai autant aimé cette ville, c'est qu'à l'époque, toutes les rues, que ce soit la rue de l'Université, de l'Argenterie, elles étaient blindées de commerces, c'était vivant. Aujourd'hui, je vois un commerce sur 3 qui est fermé, et ça me fait mal au cœur, vraiment. Et du coup, ça induit tout ce qui va avec, toutes les contraintes qui vont avec, c'est-à-dire moins de sécurité en centre-ville. Moi, j'ose même plus me balader dans Montpellier le soir toute seule. Alors que étudiante, je faisais n'importe quoi. J'allais au Panama, je me prenais mes petits bélaises. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et je n'avais pas de problème. Mais je me rends compte aujourd'hui que je vois que les artisans et les commerçants souffrent. Bien sûr, la pandémie est passée par là et je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Je trouve déjà ton initiative géniale parce que ça va aider, je pense, Montpellier. Mais voilà, si vous êtes créatif, si vous avez des idées, créez ça, quoi. Créer des choses pour Montpellier. Moi, j'arrête pas de dire Montpellier, Montpellier, Montpellier. Voilà, ma petite sauce, j'essaye de soutenir la ville, quoi. Et c'est très beau, Montpellier, Montpellier. Et j'ai adoré la phrase soutenir le réel avec le digital, surtout d'une personne qui est issue notamment des réseaux sociaux comme toi. C'est hyper intéressant de le souligner et de recréer du lien, c'est important et je te rejoins sur ça. Je vais te donner un petit secret que personne n'a dans aucun podcast. En fait, moi, je suis à fond sur les réseaux. Je passe 16 heures en moyenne. J'ai un temps écran Instagram de 16 heures par jour, ce qui est énorme. C'est énorme. Je déteste le téléphone. C'est-à-dire quand je suis avec des amis ou avec mon chéri et qu'on se pose au resto, si j'en vois un sur son tel, je le défonce. Parce que moi, c'est mon outil de travail, si tu veux. Donc dès que je vois quelqu'un... Alors moi, bien sûr, je passe ma vie à faire des stories et tout. Je dois faire travailler et créer le lien de mon audience. Mais en réalité, le vrai mythe, c'est que j'ai pas eu le choix. Je m'y suis mis parce que mon métier de graphiste était en train de mourir. Mais je préférais tellement là, être en train de chiller et de parler business à côté de la piscine. Oui. Tu vois. Après, je ferais des stories et tout. Mais en réalité, je sais pas si je suis si addict que ça au téléphone. C'est que j'ai pas eu le choix, en fait. Bravo, j'adore parce que tu fais la part des choses en fait entre le côté professionnel et le côté personnel. Et c'est OK quand on n'est pas dans l'obligation business ou de faire des stories, d'utiliser le téléphone. On met cet outil de côté et on profite du moment présent avec les personnes. Et c'est vrai que ça, on a l'impression que les nouvelles générations n'ont pas encore assez intégré ça. Ça fait peur. Même, j'aime bien lire, tu vois, j'ai rarement le temps, mais dès que j'ai le temps, et c'est pour ça que j'aime prendre l'avion, parce que souvent, l'avion, il n'y a plus de Wi-Fi. Tu peux plus rien faire à part lire, en fait. Donc, bon, regarder une série Netflix, tu me diras. Mais c'est ça que j'aime. C'est savoir que je suis née à l'époque des cassettes, des jeux dans le jardin, des pâtés de sable, des cabanes, voilà. Et je sais que c'est quelque chose que je pourrais tout à fait revivre sans que ce soit une contrainte. Et je me demande parfois, et d'ailleurs j'ai pas eu d'enfant parce que moi-même j'ai peur d'avoir un enfant, tellement je suis le nez dans la technologie en fait. Que vont-ils devenir, quoi? Ça me fait très peur. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on ait un impact positif. Tu parlais de lire. Il y a des cartes qui sont devant toi, Alice. Ah, très bonne transition. Je vais te demander de les prendre et de les lire une par une, enfin de commencer par la première, et de prendre le temps d'y répondre. Ok. Tu peux lire à voix haute la question qui apparaît. Comment être heureux? C'est un vaste sujet. Je ne sais même pas si je peux dire que j'ai déjà atteint le bonheur. Je pense que oui, parce que je me sens pas malheureuse. Mais je sais que moi, dans mon cas, il a toujours été question d'être en présence des animaux depuis que je suis toute petite. Je dormais avec mes cochons d'Inde, après j'ai dormi avec mes rats, mes gerbilles, mes perruches, puis mes chevaux, mes chats. Et aujourd'hui, j'ai toujours mon chien avec moi et je me rends compte... T'as eu tous ces animaux chez toi? Ouais, dans ma vie. Ok. Et d'ailleurs, mon tout premier métier, parce que ma mère est psychosociologue et son travail, c'était d'orienter les jeunes et les moins jeunes dans le métier idéal. Et donc, ça te fait un espèce d'organigramme. À la fin, tu as un losange avec tes différentes aspérités, tout ça. Et donc, mes 3 grandes tendances cérébrales, c'était social, créativité et entrepreneuriat. Donc, bon, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais quand elle remontait après dans les choix de métier, tu vois, tu devais faire tout un travail et tout ça,
c'était d'avoir une ferme pédagogique. Donc un jour, je serai peut-être dans la madrague, je prendrai le relais de Brigitte Bardot. Qu'est-ce que tu fais mieux que 95% des gens? C'est Des une blagues question. pourries. Ah ouais? Ah oui. T'en as une là? Tire mon doigt. Oui, Je t'ai dit, c'est pourri. Hein. en effet. J'aurais 3 personnes dans le public. Non, non, c'est vraiment, j'ai un humour nul, mais nul. C'est-à-dire que mon rêve, c'est d'être humoriste, mais je ne le ferai jamais parce que nous serons 3 dans le public. Ce D'accord. sera mon père, ma mère, mon frère, tu vois, à l'arrière. Mais par contre, tu adores avoir cette ambiance un Ouais, peu décontractée où on absolument. rigole, on se fait des blagues, on se chambre. L'autodérision, mais je trouve que c'est important parce que pour moi, la plus grande forme d'intelligence, c'est l'autodérision. Je capte tout de suite quelqu'un qui est mal à l'aise suite à une blague. Je vais le faire exprès, tu vois. J'ai ramené mon chien, j'ai fait mes blagues de Toto et je vais capter le niveau de gêne de la personne et c'est là où je vais voir si elle a plus ou moins travaillé sur elle ou pas. Et donc après, bon, bien sûr, je vais me remettre à son niveau d'énergie. Si je vois qu'elle est extrêmement mal à l'aise parce qu'elle a l'impression de parler avec Jean-Marie Bigard, bon, je fais attention quand même. Mais c'est important parce que je me rends compte que les gens qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, qui ont pris le recul sur eux-mêmes, ils ont énormément d'autodérision et ça fait plaisir à voir, quoi. C'est vrai, je Voilà. confirme. Alors, la prochaine. Si tu pouvais envoyer un SMS à toi-même à 15 ans, waouh, j'adore cette question. Tu écrirais quoi? Donc là, tu es maintenant, tu as ton téléphone et tu peux envoyer un SMS à Alice de 15 ans. Qu'est-ce que Ou tu lui dirais? déchire, meuf. Tiens bon, Tiens bon, tu vas déchirer. tu vas déchirer? Ouais, parce qu'à 15 ans, j'étais en surpoids, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, j'avais une espèce de grosse frange noire et je me cachais dessous, tu vois. Il n'y avait aucun mec qui voulait sortir avec moi. Je portais des baggy et j'avais un skate parce que je voulais être skateuse, mais je ne savais pas faire de skate. C'est vraiment le style skate Oui, qui te plaisait. je voulais m'acheter une personnalité, quoi. Et je cachais énormément ma féminité, tu vois. J'étais presque un garçon manqué, alors que ça n'a aucun sens de cacher sa féminité quand on est une femme. C'est comme si, pour me faire intégrer, il fallait que je sois un peu un bonhomme. Donc non, on déchire, meuf, t'inquiète, et continue, fais comme ça va se passer. Et Tu vas te planter, c'est pas grave. Et à ce moment-là, du coup, en termes de confiance en toi, tu penses que ce message aurait pu te booster et tu en avais besoin un petit peu de ce retour, de dire Ah ok, ouais. crois en toi? Ouais, j'aurais bien voulu avoir. En fait, c'est pour ça que je suis fière de toutes les femmes que je côtoie dans l'entrepreneuriat, dans la conférence et tout. J'aurais voulu avoir des rôles modèles féminins qui sont un peu comme ça, comme moi, tu vois. Comme on a maintenant la chance d'avoir avec une Marie Saint-Filtre, une Camille Lelouch. Tu vois, on a eu les Florence Foresti même qui nous ont un peu décomplexés, qui nous ont montré qu'on peut être une femme, un peu bonhomme, un peu beauf, un peu sexy. Enfin, on peut être tout ça à la fois sans que ça enlève de notre féminité, notre ambition. Et j'aurais voulu, ouais, à l'époque, parce que moi j'étais restée sur Tattoo, tu vois, oh, this is she say, don't this is she say, from my head. Ou donc des femmes très sexualisées d'un côté, ou des femmes qui devaient absolument être complètement à l'extrême, tu vois, ouais, se révolter pour être entendues. Mais parfois, on n'est pas obligé de se révolter, on peut juste cultiver ses rugosités, ses particularités pour être entendu. Et c'est ce que j'ai fait, tout en étant en beige, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir une frange fluo et tout. Je suis hyper neutre maintenant comment je m'habille, et pourtant on m'écoute, tu vois. Et tu penses que du coup, c'est encore important de donner ce message pour des jeunes filles de 15, 16, 17 Ouais. ans qui n'ont pas encore confiance en elles et qui cherchent un peu leur chemin? Ouais, clairement. C'est important que vous parliez fort, les filles. Mais écoutez bien ce que vous dites. Révisez ce que vous dites. Entendez-vous. Soyez alignés pour être sûr d'assumer plus tard ce que vous dites. Mais n'écoutez pas les personnes qui disent que votre défaut, c'est quelque chose qu'il faudrait cacher. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en avant et ça m'a ouvert plein de portes dans la vie, quoi. L'authenticité. Ouais, je crois. J'espère. Merci. Je crois que j'ai fait toutes les questions. Ah non. Il en reste une normalement. Ah. Quelle peur as-tu réussi à apprivoiser avec le temps? Ah, il y en a plein. Bon, il y a la peur du regard des autres. Maintenant, franchement, j'ai plus trop peur du regard des autres. C'est quelque chose qui te gênait? Bon, tu as parlé Ouais. de toi à 15 ans. Ah oui. Et maintenant, tu es totalement à l'aise avec ça? Toi qui donnes des interviews, des conférences et... Ouais, là, franchement, en conférence, interview, aucun problème. Ça peut arriver parfois que j'ai peur de ce que je vais véhiculer vis-à-vis du regard des autres. C'est-à-dire que j'ai peur de foutre la honte à mes potes qui, eux, n'ont pas travaillé ça, tu vois. Mais moi, ça va, tu vois. En général, les gens me disent, mais chut, calme-toi et tout. Je dis, ah, ok. Mais non, mais vraiment, ça, c'est extraordinaire. Et il y a une deuxième chose, je tenais à le dire, j'ai plus peur d'aller dans des buffets à volonté. Avant, j'avais tellement peur de ne pas pouvoir me contrôler. Maintenant, je peux y aller, aucun problème. Je sais gérer, je ne mange plus de sucre depuis longtemps. Je me suis désintoxiquée et tout va bien. Génial. Je suis un ancien camé qui n'est plus camé. Alors, c'est intéressant. Plus de sucre du tout? Plus de sucre. Pas vraiment. Alors, si vraiment il n'y a pas le choix, je mange. Après, attention, je mange des féculents, je mange du miel, je mange des fruits, tout ce qui est à base de sucre naturel, même pas certaines formes de cassonade, pas de problème. C'est vraiment le sucre raffiné blanc que j'ai enlevé et ça a changé ma vie. Ça a tout changé dans ma vie.
En plus, il y a des conseils sur la nutrition, Voilà, sur la exactement. diète. Ça marche. Je te remercie, Alice. Merci beaucoup. On va passer par le dernier petit jeu. Question rapide, réponse rapide. Donc, je vais enchaîner des questions. L'idée, c'est de pas trop réfléchir et de répondre rapidement et on poussera derrière si besoin. Okay. Alice, si tu pouvais déjeuner avec la personne de ton choix dans ce monde, tu choisirais qui? Lady Gaga. Pourquoi? Parce que j'adore son audace, son franc-parler. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très pistache pour le coup. C'est vrai. Soit on aime, soit on déteste, mais ce que j'aime, c'est son audace. J'aime pas toutes ses chansons, mais le personnage, j'adore. Et puis son vécu, il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ma vie, donc voilà. C'est quoi le plus bel accomplissement de ta vie? D'avoir su bien m'entourer maintenant. Et je me sens intouchable, quoi. J'ai des gens que j'aime, qui m'aiment autour de moi, et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? C'est rare que ça m'énerve. Enfin, je suis rarement énervée des autres. Peut-être la lenteur. J'aime pas les gens lents. Ouais. J'ai du mal. Tu vois, là, en venant tout à l'heure, j'avais des oignons de vin comme ça. Tu sais, c'était dimanche. Voilà. Mais bon, non, franchement, je suis très tolérante. Donc, ça va. C'est quoi les mauvais conseils que tu penses que l'on donne trop souvent? Les mauvais conseils qu'on donne trop souvent, tu sais, c'est les espèces de conseils sur les routines, les formes de discipline. On est tellement unique que rien peut être un conseil stable et limpide pour chaque individu, parce qu'on est extrêmement complexe. Homo sapiens, c'est complexe, tu vois. Donc voilà, j'aime pas les trucs très il faut, tu dois, tu vois. Ça, c'est non. Tu parles d'unicité et c'est vrai qu'on parle de miracle morning, de routine miracle. Et en fait, là où tu as raison, c'est qu'on est chacun dans notre vie unique, avec une façon de faire qui est différente, une façon de réussir qui est différente, une façon de réfléchir qui est différente. Et c'est important de ne pas culpabiliser les gens. Exactement. Quand ils ne font pas comme toi. Quoi. Exactement. Même non, si mais tu as clairement. Quelle est la pire erreur qui t'a appris quelque chose d'important? Je me suis mal associée. Par le passé, je me suis associée avec une amie et j'aurais pas dû. En fait, ça m'a appris que dans le travail, il vaut mieux s'associer avec une personne, donc qui est un copain, quelqu'un avec qui quand même on a une forme d'affinité, mais c'est surtout la vision qui doit être la même et pas le côté émotionnel. Sinon, on peut foirer vraiment et perdre gros. Très intéressant. Alice, tu préfères être aimée, crainte ou respectée? Aimée, je crois. Respecter, je m'en fous. Enfin, personne ne me respecte, moi-même, je ne me respecte pas. Donc voilà. Crainte, non, pas du tout. Là, à l'époque, quand je me suis plantée dans ma rhinoplastie, il y avait des petites filles qui disaient Maman, c'est une sorcière, la dame et tout, parce que j'avais des pansements sur le visage, c'était horrible. Non, mais j'aimerais, tu vois, quand je pars, quand je suis plus là, qu'on dise que c'était quelqu'un de bien. Voilà. Franchement, si j'ai ça sur ma tombe, c'est cool. Quelle est la chose folle que tu n'as pas encore osé faire, mais que tu rêves de tenter? De l'humour, faire du stand-up. Faire du stand-up? Ouais. J'ai des producteurs qui m'appellent de temps en temps, mais je suis pas prête. Écoute, tu nous tiendras au courant. Parce que, voilà, je ne sais pas. Parce qu'il y a 3 personnes dans le public quand même. C'est quoi? C'est cette peur de dire ça n'a pas forcément marché ou t'as pas le temps? C'est quoi qui pour l'instant bloque? En fait, j'ai déjà fait plein de choses dans ma vie. J'ai déjà été chanteuse et tout. J'ai eu la chance de pouvoir me produire. Même j'ai été produite par l'équipe de Gims quand même, donc c'est cool. Il m'avait fait mes sons et tout. Mais je sais que c'est un milieu qui n'est pas comme ce qu'on imagine. Dans la musique, j'ai été extrêmement déçue de ce milieu qui est vampirisé, qui est misogyne, qui ne respecte pas les artistes depuis l'arrivée justement des plateformes de streaming. C'est plus du tout pareil que quand l'industrie du disque existait. Donc c'est injuste, c'est ingrat, c'est instable. Donc moi je sais très bien que si j'y vais, ce sera injuste, ingrat et instable. Donc c'est vraiment, il faut que je sois passionnée, que je veuille faire que ça. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'humour dans mes conférences, parce que les conférences au moins, je les gère, je gère ma billetterie. Il n'y a pas d'histoire d'édition, de producteur, etc. Mais je peux mettre de l'humour. Et je ne sais pas si je vais passer le cap ou pas, tu vois. Si je reste dans les conférences drôles ou si j'accepte d'être dans une vie ingrate, injuste, etc. Voilà. Ça marche, merci. Alice, tu préfères dîner avec ton toi de 10 ans ou ton toi de 80 ans? Ah, punaise. Déjà, mon moi de 80 ans, je ne suis pas sûre qu'il sera encore en vie. Ok. Non, parce que j'ai entre l'anorexie et tout, je sais pas si. Bon, là, maintenant, je me suis remise au sport, donc j'espère que, écoute, voilà. Peut-être mon moi de 10 ans, comme ça, je le préviens de certaines choses, tu vois.
Mais c'est vrai que, en tout cas, si le mois de 80 ans existe, putain, respect. Respect Ouais, à elle. auto-respect, vraiment. Je ne suis pas sûre qu'il sera là, mais tant mieux. Si c'est en plus en bonne condition, tant mieux. Alice, si tu as un super pouvoir, tu choisis la téléportation ou la lecture dans les pensées? Non, je pense la téléportation parce que la lecture dans les pensées, moi qui suis hypersensible, ça va trop m'inquiéter de voir que quelqu'un est malheureux, quelqu'un est anxieux, je pourrais pas gérer, impossible. Ouais, je suis d'accord, ça doit rendre fou Ouais, ça doit d'avoir rendre fou. toutes les pensées Alors de que tout le monde. téléportation, tu vois, on va à la Banque de France, on prend 2-3 petits lingots d'or, on se casse On discretos. tu finit vois. l'interview, lingot, Bali, Dubaï, Voilà, on les fait fructifier, on les ramène après parce qu'on est honnête. bien Tu sûr. vois. Juste, on fait travailler l'argent puis on le remet. Voilà. On est des entrepreneurs. Exactement. Et honnête. Et honnête, quasi. Quasi. Est-ce que toute vérité est bonne à dire, Alice? Bah, tout dépend de la manière de le faire, mais pas toujours. Il y a des choses qui peuvent vraiment blesser et qui ne sont pas nécessaires. Je pense notamment, j'ai une copine, sa mère, elle s'est remise en couple avec quelqu'un. Bon, ils sont séparés depuis longtemps, ses parents. Est-ce que l'ex-mari a besoin de savoir? Je suis pas sûre. Tu vois. Toujours l'exemple que je donne. J'adore. Bah, voilà. Mais du coup, est-ce que toute vérité est bonne à entendre? Bah, ça va avec. Il y a peut-être des vérités qui peuvent vraiment nous freiner. Typiquement, je sais pas moi, tu as préparé ta conférence, tout va bien. Bon, en fait, il s'avère qu'en régie, il y a un problème d'éclairage. Est-ce que moi j'ai envie de savoir qu'il y a un problème d'éclairage? Non, je vais tout donner même s'il n'y a pas de lumière, tu vois. C'est important ou au pire on le dit après, tu vois, mais on y va parce qu'il ne faut pas casser l'énergie des gens. C'est pas bon. Si j'avais une enveloppe là avec moi, avec la date et l'horaire exact de ta mort, est-ce que tu souhaiterais la prendre ou Non. pas? Non, je suis pas sûre, je suis quelqu'un de trop angoissé. Ça va tout remettre en question et tout. Je préfère pas savoir. Je préfère pas. On met de côté, on continue avec Ouais, comme ça. vivons au jour le jour. Ça se trouve, c'est demain, tu vois. Donc, non, j'ai pas envie de savoir. Ça va me gâcher la fin de la vie, quoi. Et la fin de la journée aussi. Et la fin de la journée, accessoirement. Quelle part de toi as-tu longtemps cachée et que tu assumes aujourd'hui? Bah, ce côté un peu. Parce que moi, je suis TDAH, en fait. Ça se voit. Ça va se voir, les gars, quand ils vont faire le montage, ils vont dire putain, elle bouge tout le temps et tout. J'arrive pas à rester en place. Courage. Ouais. J'ai essayé, tu vois, de rentrer dans un truc d'une case et tout. Et que pour être corporate, il fallait être hyper comme ça. En fait, je suis pas comme ça et ça m'a pas empêché d'être corporate. Donc, juste, faut prévenir les gens. Moi, je dis tout de suite, quand je vois que quelqu'un est un petit peu mal à l'aise, je dis, je suis désolée si je suis un peu agitée. J'ai un vrai TDAH diagnostiqué. Donc, je peux avoir tendance à être un peu impulsive, mais c'est pas contre vous. C'est juste, je suis enthousiaste, quoi, dans la vie. Et après, quand je leur dis aux gens, ça passe très bien. Mais faut expliquer. C'est comme mon frère qui a un handicap visuel. Bon, bah, les gens vont lui dire, mais pourquoi tu regardes ton téléphone comme ça? Il faut qu'il explique, en fait. Quand on explique quelque chose, après, les gens sont aptes à comprendre. Il ne faut pas cacher, mettre des tabous dans les trucs, ça sert à rien. Communiquer. Communiquer, exactement. Alice, quel est ton restaurant préféré à Montpellier? Oh putain, il y en a plein. C'est dur, hein, comme question. Ça peut l'être. En fait, moi, je suis très bipolaire de restaurant, donc je passe dans un restaurant. J'avais jamais entendu cette expression. Je suis ouais, bipolaire je suis de bipolaire restaurant. de resto. C'est-à-dire que je vais en aimer un, puis quand je vais trop le faire, il va me saouler. Enfin, je crois il y a l'artichaut que j'aime bien en centre-ville. Centre-ville de Montpellier. Ouais, qui est plus simple. Après, moi, le truc, c'est que j'aime bien aussi quand c'est pratique. L'artichaut, c'est galère pour moi parce que j'arrive Oui, de quand ma t'habites pas en campagne. ville. Donc, j'aime bien, tu vois, aller dans des trucs simples, au Naya, Naya, Marché du Lez, Lez, tu très bon vois. restaurant. J'adore, j'aime trop. J'aime bien aller même sur des restos qui sont des chaînes, tu vois, mais juste parce que je pars vite retrouver mes potes sur les rives du Lez, tu vois. Franchement, je suis pas difficile. J'aime manger. Je suis épicurienne, donc. Et quel est ton bar préféré à Montpellier? Alors, j'aime bien aller à l'Arbre Blanc en haut pour la vue. Pour l'ambiance, j'adore le Tube qui est en sous-sol. On en a parlé au dernier podcast. Voilà, très bel endroit. j'adore. Et puis l'équipe, ils sont trop sympas. Après, franchement, c'est pareil, il y a le parfum qui est top, Ouais. qui est incroyable. Là, ce que j'aime au parfum, parce que je suis un peu mémère, c'est-à-dire que j'ai l'air agitée et tout, mais dès qu'il y a trop de bruit, je suis pas à l'aise, parce que je suis misophone. D'accord. Donc j'aime bien aller, moi, dans les trucs où je peux boire des cocktails et discuter. Voilà. C'est-à-dire que j'adore le muchacha, mais je peux pas y rester longtemps. D'accord. Voilà. Le Parfum, qui est un bar à cocktail célèbre à Montpellier, à côté du Et qui est centre-ville. plus calme, c'est plus Qui est très petit chill. jazz et tout, j'adore. Quel est le meilleur endroit pour faire la fête à Montpellier
Même si tu peux pas trop discuter avec tes amis à ce moment-là, Ah tu dirais bah, quoi? il y a le mas du cheval déjà, il y a le mas de courant, il y a tous les mas du ministre, voilà. Après, dans les boîtes, bah, il y avait le PZ, mais qui va fermer, je crois. Ouais, ça y est. Ouais, dommage. On les salue d'ailleurs. Mais... On les salue. Et après, bon, il y a tout ce qui est à la grande motte, mais je ne sais même plus si on pourra faire la fête, parce que je crois que c'est fermé. On ne sait plus trop ce qu'il y a en ce On ne moment à sait la plus, Grande Motte. donc il y a la plage. Il y a la plage déjà, c'est pas mal. Quel est le lieu où tu vas te ressourcer à Montpellier? La plage à Verchamp, j'adore. Le lac du Salagou, Ouais, j'aime bien. magnifique. J'adore aussi aller à Aigues-Mortes, moi, aux alentours. En fait, j'ai la chance d'habiter pas trop loin de Aigues-Mortes. Je suis à la frontière entre l'Hérault et le Gard. Et j'adore en fait tout ce coin-là. Là. Je trouve ça magnifique. Tous les lacs. D'ailleurs, il y a une magnifique balade à vélo à faire. Autour du lac? Autour du lac. En effet. J'aime bien aller en Camargue aussi, faire des balades avec les Camarguais, parce que pour ceux qui n'aiment pas le cheval, sachez que les Camarguais, c'est les Saint-Bernard des chevaux. C'est-à-dire que c'est les patounes, genre, comme ça, il ne va rien vous arriver. Quoi. Donc si on a peur de faut faire du commencer cheval, par un Camarguais. on commence par le un mec Camarguais. est invincible. Ok. Ouais, il a peur de rien, genre il y a une moissonneuse batteuse qui passe, il dit rien à faire. Tu vois, Je prends le tips. Ouais, voilà. Alice, pour terminer, un message que tu laisserais aux Montpelliérains? Un message que je laisse aux Montpelliérains. Mais continuez de nous faire rêver, la famille. C'est pas possible. Et parler comme ça. Parce que moi, j'essaie d'apprendre l'accent, j'ai pas toujours, mais quand même, merci les gars. Un petit accent de patois comme ça. Ah, j'adore. Parce que moi, ma belle-mère, elle parle comme ça. Ah oui? Ah oui. Parfois, elle me dit, je comprends rien de ce que tu me dis. Et je dis, bah, moi non plus, figure-toi. Mais du coup, elle m'a beaucoup appris à parler Quelques expressions du sud. Ouais. du sud de Montpellier. C'est le sud, c'est le vrai sud. Ils veulent nous dire que c'est là-bas. Non, c'est chez nous le sud. C'est Montpellier. Montpellier, le vrai sud. Le vrai sud. Alice, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Ton énergie, ton parcours, tes expériences. Et Taya. Et Taya, qui nous a fait l'honneur d'être présent aussi. Merci à toi. Pour terminer, si tu devais décrire Montpellier en un mot ou une phrase, dirais quoi? Inspirante. Une ville inspirante. Une ville inspirante. Ouais. Merci Alice. Merci.